Donc je remercie l'Académie salésienne et Monsieur Périlla de m'avoir invité pour parler donc de François Quéhenno, qui est cher aux Comtois mais également cher aux Savoyards. Alors comme il a été dit, donc François Quéhenno est d'origine franc-comtoise et il est d'ailleurs beaucoup plus étudié ou connu par les historiens de la Savoie que ceux de la Franche-Comté. Et par ailleurs, il est, on va le voir, à la fois architecte, on va dire architecte sculpteur, c'est-à-dire artiste, mais également ingénieur. Et en fait, il est beaucoup plus connu comme sculpteur-architecte que comme ingénieur. Et donc là, vous avez ce livre célèbre que vous connaissez très certainement, qui est son livre d'architecture de 1659, dédié aux Altesses royales, et qui néanmoins est considéré par les historiens qui travaillent sur ce type d'ouvrage comme assez secondaire, puisqu'on a une base qui est faite autour de l'Université de Tours qui s'appelle la base Architectura, recensant tous ces écrits sur l'architecture qui circulent en France et dans les pays voisins, 16e, 17e. Et donc cet ouvrage n'y figure pas. Donc tout ça pour dire que François Quéhenno est quand même relativement méconnu. Alors pour le présenter très rapidement, donc comme il a été dit, il est né en Franche-Comté, dans la partie orientale de la Franche-Comté, dans les hautes montagnes, en 1618, et c'est là une région où on a de nombreux ateliers de sculpture sur bois à l'époque du XVIIe siècle, qui vont donc être à l'origine d'un art baroque comtois, et donc sa formation première, c'est une formation de sculpteur sur bois. Enfin, nous n'en savons pas plus, mais on sait que c'est sa formation première. Alors, il vient donc en fait d'un tout petit village qui s'appelle le Bélieu, où il est né en 1618. Et il va, j'y reviendrai tout à l'heure, faire beaucoup de déplacements dans l'Europe, pas seulement vers le duché de Savoie, mais on va voir, il va aller à beaucoup d'autres endroits avant de se fixer en 1660 dans le duché de Savoie, où il est nommé par le duc Charles-Emmanuel II par des patentes, architecte et sculpteur. Tant de ça que de là les monts, mais de fait, il va uniquement travailler dans le duché de Savoie, et d'après ce que j'ai vu dans les sources, il ne parle pas italien. Voilà là-dessus, et j'expliquerai qu'il travaille en fait au service d'une politique économique qui est une politique économique mercantiliste qui a été initiée dans les années 1630 et qui se poursuit donc dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors, j'aborde ce personnage sous l'angle de l'histoire des techniques, et donc de l'histoire à la fois des savoirs techniques mais aussi des savoirs artistiques. Et donc les savoirs techniques, c'est ceux qui impliquent ces savoirs de la main, qui impliquent le tour de main de l'artisan, alors qu'on peut avoir dans la métallurgie ou dans d'autres secteurs. On va voir que Quéhenno travaille dans les salines. Quant aux savoirs artistiques, donc je les appréhende sous l'angle de savoirs artistiques techniques, donc des techniques de fabrication pour travailler le bois, etc. Et donc en fait, Quéhenno maîtrise parfaitement à la fois ses savoirs techniques et ses savoirs artistiques. Et c'est pour ça qu'il va être recruté en 1660, et il est considéré comme un très bon sculpteur et architecte. C'est ce qui est dit dans les patentes qu'il recrute en 1660, mais également il est considéré comme un très bon ingénieur, comme j'ai pu le voir écrit par des membres de la Chambre des comptes de Savoie. Donc voilà là-dessus. Alors dernière chose, avant d'arriver au cœur de commencer mon exposé, dernière chose en introduction. Donc mon étude se situe dans un tournant qu'ont connu les historiens qui travaillent sur les techniques depuis une trentaine d'années.
Et donc, on est passé d'une conception où on avait l'idée que les techniques ne circulaient pas, qu'elles étaient dans le secret des guildes, des ateliers, etc., à une perception totalement autre. Alors, avec un terme qui vient de l'anglais, on va parler de l'open technique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une circulation intense des savoirs. Donc, ces savoirs, ce sont des savoirs qui sont partagés. Donc là aussi, il y a une nouvelle appréhension, à la fois d'ailleurs dans l'histoire des sciences et des techniques, une nouvelle perception qui est une perception anthropologique des savoirs, donc l'idée que les savoirs sont construits à plusieurs, qu'ils circulent et qu'ils sont remaniés quand ils sont mis en œuvre dans un espace comme on va le voir ici. Et donc, dans cette perspective de l'open technique, les migrations, la mobilité des ingénieurs, des artistes est quelque chose d'essentiel. Donc, on peut véritablement parler à leur sujet d'intermédiaires, d'intermédiaires culturels, de passeurs culturels. Et ce sont des gens, on le verra pour François Quéneau, qui sont à la croisée de plusieurs techniques. Et dernière chose, pour un peu expliquer dans quelle perspective je vais vous présenter ce personnage, dans la circulation des savoirs, il y a un autre aspect qui a été mis en valeur dans les travaux récents, c'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, on a eu un cloisonnement. On pensait qu'il y avait un cloisonnement entre les savoirs lettrés, universitaires, de ceux qui maîtrisaient le latin, et d'autre part, ce qu'on a appelé les savoirs pratiques, c'est-à-dire plutôt les savoirs de l'atelier, de l'ingénieur, etc. Et en fait, donc, on va le voir là avec plusieurs exemples, il n'y a pas du tout ce cloisonnement, mais il y a vraiment une transmission réciproque d'un monde du savoir vers l'autre, et on verra que cela est le cas dans certains espaces. Alors, avant de commencer, juste un mot quand même sur les sources que j'ai utilisées. Alors, qui sont des sources très nombreuses, et peut-être je vais vous dire comment j'ai découvert François Quéneau. Donc, j'ai travaillé sur la Franche-Comté d'un point de vue artistique et religieux au XVIIe siècle, et donc c'est comme ça que je l'ai trouvé en travaillant sur mes sources pour un autre travail. Et du coup, je l'ai suivi et je suis allée d'ailleurs partout en Europe, là où il a été. Alors, les sources, c'est d'abord les correspondances qui sont à Turin, notamment la correspondance de Quéneau avec le duc de Savoie, mais pour mettre en perspective, j'ai utilisé aussi d'autres correspondances de d'autres ingénieurs, parce que c'était quand même intéressant de mettre le personnage en perspective. Sinon, très important, toute la correspondance qui est liée à la Chambre des comptes, et qui est conservée dans le fond des lettres de particuliers aux archives de Turin et qui est une véritable mine. Et dans ces archives camérales, il y a aussi les livres de comptes qui permettent de voir année par année où ont été les ingénieurs dont François Quéneau, pourquoi ils ont été payés, quelles ont été leurs missions, etc. Donc ça, c'est un premier ensemble de sources. Et à côté de ça, j'ai utilisé des sources plus locales. Alors je suis allée en Suisse, là où il a travaillé, parce qu'il a travaillé dans plusieurs petits villages en Suisse. Et j'ai également utilisé des archives paroissiales et communale pour la Savoie. Donc voilà à partir de quels matériaux j'ai pu réfléchir sur François Quéneau. Et donc dans mon exposé, je vais aborder 3 points. Donc je verrai dans la première partie comment on devient ingénieur, sculpteur et architecte du duché de Savoie. Ensuite, dans une deuxième partie, je m'intéresserai plus à ce qui concerne le statut, donc la relation notamment de patronage technique par rapport au duc de Savoie. Et enfin, en troisième point, donc je verrai comment François Quéneau a contribué à aménager le territoire en Savoie. Donc, premier point, devenir ingénieur, sculpteur et architecte du duché de Savoie. Donc, je verrai tout d'abord comment il est arrivé à partir de la Franche-Comté en Savoie, parce qu'on va voir qu'il a beaucoup circulé. Ensuite, deuxièmement, j'expliquerai que ce qui l'a attiré là, c'est qu'il y a un besoin qui est lié à la politique économique mercantiliste qui est mise en œuvre. Et enfin, dernière chose, je verrai que cette politique amène à rechercher les meilleurs spécialistes dont François Quéneau fait partie. Donc, première chose, sur ses origines, donc vous avez ici une carte
où vous avez la Franche-Comté qui se situe ici, et donc le Bélieu, c'est un petit village qui est juste ici, et comme je l'ai dit, c'est là qu'il est né. Alors nous n'avons pas d'archives, parce que les archives ont brûlé pendant la guerre de 30 ans, mais nous savons par d'autres sources, à peu près sa date exacte, puisque par exemple en 1681, il dit être âgé de 63 ans. Ensuite, deuxième chose, il a fui la Franche-Comté. Alors, comme il a été dit, la Franche-Comté a été mise à sac pendant la guerre de 30 ans. Donc, la guerre de 30 ans, c'est de 1618 à 1648. Et à l'intérieur de la guerre de 30 ans, donc, on distingue pour la Franche-Comté ce qu'on appelle la guerre de 10 ans, 1635-1644, qui est l'épisode comtois où on a de grandes violences qui d'ailleurs ont déjà commencé avant. Donc on pense, je pense plutôt que François Quéneau a dû quitter la Franche-Comté vers 1638, vers 1639, quand il y a déjà de sérieux soucis. Et donc ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a été en Allemagne, donc il dit qu'il a suivi dans sa jeunesse l'armée en Allemagne, sans que je ne retrouve précisément à quel moment. Et sinon, là par contre, c'est beaucoup plus facile à dater. Il va aller travailler en Suisse. Donc là, vous avez la Confédération helvétique. Alors, il va aller travailler notamment dans le canton de Fribourg, dans un petit village, on le trouve notamment à travailler dans un petit village qui s'appelle Gruyère, et il travaille aussi dans le canton de Vaud, donc vous avez Lausanne, qui n'est pas là, et le canton de Vaud est ici, dans une équipe en fait de maçons, sculpteurs, peintres qui travaillent pour le château de Payerne, et on le retrouve également ici à travailler dans le Valais comme sculpteur sur bois. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a là une mobilité qui n'est pas exceptionnelle chez les artisans en Europe au XVIIe siècle, même si là, d'un point de vue conjoncturel, il est chassé de la Franche-Comté par les événements politiques et militaires. Alors ensuite, il est difficile de savoir à quel moment il se fixe dans le duché de Savoie. Et d'après ce que j'ai pu comprendre des sources, en fait, il y a un petit peu un va-et-vient, on va dire des années 1638 aux années 1643-44. Parce qu'on le retrouve, ou même au-delà d'ailleurs, parce qu'on le trouve fixé dans certains endroits en Savoie. Alors on sait qu'il a il s'est fixé à Thonon, il s'est fixé à Annecy, et plus tard, il va se fixer à Chambéry. Mais également en 1651, donc je reviens à la Franche-Comté, donc Dole qui est ici, qui est une des deux grandes villes de la Franche-Comté. Donc en 1651, on le voit travailler à Dole. Là, j'ai retrouvé des quittances dans les archives, et j'ai trouvé par ailleurs qu'il était en possession de lettres de bourgeoisie de Dole, mais malheureusement je n'ai pas la date pour ces lettres, donc je ne sais pas du tout à quel moment, mais en tous les cas, donc on a là une circulation, et finalement c'est une circulation qui s'explique par la régulation du marché du travail à l'époque moderne. Alors cette régulation, elle est faite par les gouvernements municipaux, qui peuvent accorder donc des droits de bourgeoisie gratuits ou peu chers, parce que ça s'achète, la lettre de bourgeoisie. Ou deuxièmement, c'est aussi une politique qui est menée par les États mercantilistes, et on a le cas de la Savoie, qui a accordé un certain nombre de privilèges à François Quéneau. Donc déjà, on l'a dit tout à l'heure, en 1660, il est nommé architecte et sculpteur ducal, mais également, il va avoir la même année une exemption, un privilège. Il est exempté de logement des soldats, et donc les lettres patentes disent en 1660
qu'il s'agit là, en fait, de convier, je cite, de convier, donner courage aux étrangers désireux de faire résidence dans le duché de Savoie. Et dans un autre document, Queneau souligne lui-même la protection que l'industrie et la vertu étrangère ont toujours trouvée auprès de votre Atlas royal. Donc là, on voit bien qu'il y a une incitation ducale à attirer une main-d'œuvre qui soit une main-d'œuvre qualifiée. Et souvent, donc, à cette époque, il semble, et je vais vous expliquer pourquoi, que quand on vient là, on pense y venir pour longtemps. Et donc, je citerai en contrepoint de Queneau un autre ingénieur qui est en fait un dauphinois qui s'appelle Bonnafont et qui est congédié, je vais revenir tout à l'heure, en 1671 parce qu'il est jugé plus mauvais que François Queneau. Et donc, très déçu, il écrit au duc et il dit qu'il pensait, quand il est venu, être employé pour toute sa vie en Savoie, qu'il aurait un emploi pour toute sa vie. Donc voilà sur cet aspect. Alors juste une dernière précision, les lettres patentes de 1660 donnent une charge, être sculpteur et architecte ducal, c'est avoir une charge. Et deuxièmement, on remarquera que le terme d'ingénieur n'est pas utilisé et en fait tout simplement parce que à cette époque on parle beaucoup plus d'architectes que d'ingénieurs et même François Queneau quand il fait des devis de ponts, etc., enfin vraiment des devis qui renvoient à son travail d'ingénieur, il ne signe jamais ingénieur, il signe toujours sculpteur et ou architecte. Donc voilà pour ce premier aspect. Et avant de passer au deuxième point, donc là je vous montre juste un exemple de ce qu'il a fait quand il était en Suisse, dans le canton de Vaud. Il a travaillé à un chantier donc qui est celui de Payerne. Et on a quelques exemples de sa production. Alors, après avoir vu cet aspect, j'en viens maintenant à la politique mercantiliste qui éclaire beaucoup cet appel finalement à des talents étrangers. Et donc, un petit rappel sur le contexte économique du duché de Savoie au XVIIe siècle. Alors, en fait, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que le duché de Savoie a une position stratégique en Europe à l'époque moderne, notamment par exemple pour la circulation des armées. Donc au XVIe siècle, les armées de François Ier en route pour les guerres d'Italie sont passées par là. Et deuxièmement, pour ce qui nous intéresse de manière plus spécifique, voilà, la Maison de Savoie tire aussi avantage de ce contrôle des routes transalpines d'un point de vue financier. Et donc, par exemple, à la Renaissance, on a beaucoup d'échanges entre la France et l'Italie, ce qui bénéficie aux collecteurs de taxes, aux banquiers et aux villes de Savoie. Néanmoins, malgré ces atouts, si on regarde la situation au début du XVIIe siècle, on peut dire que la Savoie a quand même raté son démarrage économique à la fin du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, malgré cet atout que constituaient ces routes entre l'Italie et Lyon et la France. Alors, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, c'est un espace Roger de Vos avait parlé de sous-développement économique, donc un espace qui manque de capitaux parce qu'on les investit plutôt dans la rente, qui est aussi finalement un espace largement rural, peu dynamique économiquement et avec beaucoup de montagnes qui sont pauvres et isolées. Et donc, quel va être le sens de la politique mercantiliste qui se développe à partir de 1630 c'est Victor Amédée Ier qui l'a lancé.
et ses successeurs vont continuer, et tout particulièrement donc Charles-Emmanuel II de 1663 à 1675. Donc c'est essayer d'avoir une politique ambitieuse, essayer de développer le commerce international, d'où une activité dans la construction de routes très importante. Et on va voir François Quéneau construit des routes et surtout il construit des ponts. La volonté également de concurrencer Genève, d'où la construction du port de Bellerive sur le lac Léman, en face de Genève, qui est une construction à laquelle participe également François Quéneau, et également en matière de sel, la volonté de tenter de développer les salines, notamment de Tarentaise. Donc l'objectif de cette politique, elle est double, c'est favoriser la circulation militaire par les routes, mais surtout essayer de promouvoir le développement économique. Et le modèle, donc, c'est la France voisine, c'est la France de Colbert, et également de manière un peu plus large, là on parle du duché de Savoie, mais si on prend l'ensemble des États de Savoie, c'est-à-dire Piémont, Savoie, les années 1660-1670 sont des années où on a de très nombreux mémoires qui sont adressés, alors plutôt côté Piémont, qui sont adressés au duc et qui sont vraiment des mémoires qui incitent à développer économiquement, développer les richesses, les exploiter, les inventorier, également développer les transports. Et donc, cette politique mercantiliste, et donc j'arrive au troisième point, elle amène à tenter de rechercher les meilleurs spécialistes, et on va donc voir et là ça me permettra d'avoir un petit peu un contrepoint par rapport à François Quéneau, qu'on a finalement une trilogie de 3 grands ingénieurs qui vont travailler dans ces années 1660-1670. On verra ensuite qu'on en a qui sont moins connus mais qui sont également très nombreux. Donc, ce sont les meilleurs spécialistes. Donc là, je vous donne un premier exemple tiré des travaux de Borgogneau, qui est engagé dans l'entreprise éditoriale majeure qui a été le Theatrum Sabaudiae. Donc là, c'est une vue qui en est tirée et qui est donc un piémontais, c'est un Italien, et qui a de multiples casquettes, si on peut dire. Il est ingénieur, topographe, cartographe. Il fait des décorations pour les ballets, les fêtes de cour, etc. Il est aussi ingénieur militaire, et donc c'est la première de ces 3 grandes figures qui va travailler pour le duché de Savoie. Ensuite, le deuxième, c'est Amedeo de Castellamonte, qui est le grand architecte, ingénieur militaire du Piémont, et qui va venir en Savoie en tant qu'ingénieur militaire à plusieurs reprises, notamment à Montmélian, donc il vient dans les années 1640, 50, 60, 70, et donc il vient essentiellement pour les fortifications, mais en fait, et c'est aussi là quelqu'un qui n'est pas qu'un ingénieur militaire, puisque quand il vient, il s'intéresse aussi, par exemple, à la construction du port de Bellerive. Et également, il va superviser un petit peu la construction des routes en Savoie. Donc voilà le deuxième grand personnage, et donc le troisième ingénieur majeur, c'est François Quéneau. Donc finalement, qu'est-ce qui caractérise ces 3 hommes? Ce sont d'abord des gens qui sont excellents, donc ce sont les meilleurs de leur temps, et d'autre part, ils travaillent sur la longue durée pour le duc de Savoie, pour le duché de Savoie, et de manière générale pour les 2 Italiens, pour les États de Piémont, Savoie. Et donc, à côté de ça, on a d'autres architectes, alors qui n'ont pas cette renommée internationale qu'ont ces 3-là, parce qu'en fait, Quéneau, je me suis aperçue dans les archives, c'est qu'il est quand même très très connu.
quand il se promène, qu'il va en Allemagne ou il va à Paris, etc., en fait, il rencontre des gens qu'il connaît, donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine renommée internationale. Donc, à côté de ces trois grands, donc on a d'autres étrangers auxquels on fait appel, alors souvent en fonction de leur spécialité. Alors, par exemple, on a un Hollandais qui s'appelle Maximilien Jouette qui vient en 65 et qui travaille à tout. C'est pareil, il est polyvalent, construction de routes, il travaille aux fortifications, visite les sources salées de Maurienne. Et deuxième exemple, donc l'ingénieur que j'évoquais tout à l'heure, donc Bonnafont, qui est venu, qui a quitté son emploi dans le Dauphiné et qui est appelé dans le duché de Savoie pour ses compétences. Alors, ce qui est intéressant, notamment, c'est pour travailler au port de Bellerive. Il travaille au port de Bellerive. Et en fait, ce que j'ai vu dans ce qu'il explique dans une de ses lettres, on a fait appel à lui pour le port de Bellerive parce qu'il a des origines méditerranéennes et donc il a vu, je cite, travailler à divers môles dans les ports qui sont sur la côte méditerranéenne. Donc voilà pour, on va dire, une deuxième catégorie d'ingénieurs qui sont encore assez connus mais qui n'ont pas la renommée des trois premiers. Et on finit par une série d'ingénieurs beaucoup moins importants et qui sont les architectes entrepreneurs lyonnais qui travaillent dans la construction des ponts. Alors, en fait, on en a trois qu'on retrouve dans les sources. On a un certain Benoît d'Aurol qui vient et qui travaille jusqu'à sa mort, donc dans les années 1660. Et on a également des entrepreneurs qui travaillent, qui construisent en fait des ponts à Lyon et qui viennent à plusieurs reprises. Alors, si je fais cette présentation, en fait, de ces ingénieurs, c'est pour deux raisons. Donc, deux aspects que j'aimerais souligner. Donc, premier aspect, d'abord, c'est la mise en concurrence de ces ingénieurs architectes. Et donc, là, on le voit, en fait, le travail que fait François Quéneau, que font d'autres d'ailleurs, est supervisé par ses pairs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ingénieur Bonnafont, d'origine dauphinoise, est congédié en 1670 après 9 mois de service. Et il est très déçu. Alors il écrit au duc, il lui dit que j'ai remarqué sur la fin que son Altesse me témoigne d'avoir la bonté de me préférer à tout autre en cas qu'on continue les ouvrages des ponts de Savoie. Donc en fait, il pensait que c'était lui qui allait avoir la charge de construire ces ponts. Et qu'est-ce qu'il se passe en 1670 ? Eh bien, François Quéneau, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a été envoyé à Paris faire un voyage d'études sur la façon dont on construit les ponts, revient en Savoie et comme il est meilleur, il amène des savoirs techniques de l'extérieur, et bien c'est en fait lui qui va être préféré et l'ingénieur Bonnafont est congédié. Donc voilà le premier point sur lequel je voulais insister. Et sinon, donc deuxième point sur la présentation de ces trois ingénieurs et les autres. Donc ce qui est intéressant, et là c'est vraiment un aspect qui traverse toute l'époque moderne, c'est la circulation des ingénieurs. Donc les ingénieurs vont d'un pays à l'autre, ils se forment ailleurs, ils vont travailler sur d'autres chantiers et donc la mobilité, elle peut être une mobilité individuelle, mais après ça peut être aussi une mobilité au service d'un prince et c'est ce qu'on a avec François Quéneau. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, qui est envoyé en voyage, en mission technique, qui va partout en Franche-Comté, il va dans l'Empire allemand, il va dans la France, etc. Et donc il est tout à fait révélateur de l'importance de cette mobilité des ingénieurs. Donc voilà pour le premier point, pour la façon dont on devient ingénieur, architecte, sculpteur du duc de Savoie. Donc ça s'inscrit à la fois dans une mobilité, c'est une réponse à une politique mercantiliste qui cherche les meilleurs talents, tout comme par exemple Colbert dans la France voisine. Alors je vais arriver maintenant à mon deuxième point, donc voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire être au service du duc de Savoie.
Et donc, le premier aspect que je vais invoquer ici, c'est en fait la polyvalence de François Quéneau, qui ne lui est pas propre. Ensuite, je parlerai de sa relation au duc, qui est une relation de patronage. Et enfin, j'essaierai de montrer comment ces savoirs de l'ingénieur, finalement, sont des savoirs, ce qu'on appelle, j'ai mis de l'État, j'aurais dû mettre des savoirs d'État, on dit plutôt des savoirs administratifs au service de la construction de l'État moderne. Donc, d'abord, premier point, sur la polyvalence de François Quéneau. Alors, en fait, ce que je vais vous expliquer ici, c'est qu'il est polyvalent, il a une certaine flexibilité professionnelle. Et avant de venir de manière détaillée à ce qu'il fait, donc je souhaiterais rappeler d'abord qu'il est finalement un modèle d'ingénieur qui est en voie de disparition dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors, quel est ce modèle d'ingénieur? En fait, c'est l'ingénieur polyvalent qui est né à l'époque de la Renaissance, dont le prototype que tout le monde connaît est Léonard de Vinci. C'est-à-dire, on va voir qu'il travaille absolument dans tous les domaines et qui travaille aussi dans une relation de patronage, c'est-à-dire c'est une relation personnelle par rapport à un souverain qui l'emploie. Et d'autre part, dernière chose, avant de vous expliquer ça, la polyvalence de François Quéneau, donc c'est sur sa formation. Donc là, on est aussi à un moment qui est un moment tournant. C'est-à-dire ces ingénieurs qui sont les ingénieurs du XVIe, XVIIe siècle, ils se forment comment? Soit c'est la formation familiale, et c'est le cas pour François Quéneau, parce que par exemple pour l'art de fortification, il dit qu'il a été initié par son père qui était, dit-il, déjà dans l'art de la fortification. C'est aussi la formation dans le cadre des ateliers. Donc François Quéneau s'est formé dans plusieurs ateliers en Franche-Comté et très certainement également à Fribourg. Et donc, c'est une formation qui est une formation, on va dire, assez informelle. Alors, la différence par rapport à la période qui suit, c'est qu'à partir, on va dire, de la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, on va avoir une professionnalisation du métier d'ingénieur qui va aller de pair avec une formalisation des savoirs. Donc la formalisation des savoirs, c'est-à-dire qu'on met par écrit des savoirs, on fait des traités, des mémoires, etc. On établit des règles et donc ça, c'est une tendance qui va apparaître à la fin du XVIIe. Alors juste pour vous donner 2-3 repères, par rapport au secteur d'activité où Quéneau exerce en tant qu'ingénieur ou non d'ailleurs. Alors par exemple, pour les ingénieurs qui sont des ingénieurs qui travaillent dans le domaine militaire, c'est dans la France voisine, en 1691 que Vauban va former le premier corps d'ingénieurs français modernes en Europe. Et ensuite, on aura des écoles en France et ailleurs. Bon, en France, ça va être l'école du génie de Mézières à partir de 1748. Donc voilà un exemple dans l'art de la fortification. Deuxièmement, dans l'art des ponts et chaussées, donc François Quéneau, lui, a appris sur le tas, c'est ce qu'il explique dans ses correspondances. Après lui, donc, on va avoir des écoles d'ingénieurs des ponts et chaussées, donc un corps d'ingénieurs en France en 1716, et après l'école du même nom en 1747, et on retrouve ça dans d'autres pays. Et ce qu'on peut dire pour le Piémont Savoie, c'est qu'en fait, on n'aura pas d'école, mais c'est beaucoup plus tard. Dans les années 1730, on va instaurer une certaine professionnalisation. On imposera aux architectes de passer un examen, de passer par l'université. Ensuite, dernier domaine, puisque François Quéneau travaille dans les salines. Donc, où est-ce qu'on apprend le savoir des salines? Eh bien, on doit l'apprendre sur le tas, parce que là, je n'ai pas trouvé dans les archives où il a appris ce savoir. Mais donc, après lui, au XVIIIe siècle, on aura des écoles. Bon, exemple, l'école des mines en France en 1781. Donc, tout ça pour dire que, pour bien vous expliquer, là, c'est vraiment la dernière
la dernière génération d'ingénieurs qui ne va pas bénéficier de cet enseignement plus professionnalisé, plus formalisé. Alors, en outre, donc, avant de venir à François Quéneau, ce que je voudrais ajouter, c'est que son profil n'est pas isolé. Et donc, on a beaucoup d'historiens, en fait, qui ont étudié des figures polyvalentes d'architectes, d'ingénieurs. Alors, par exemple, on a une historienne anglophone qui est Pamela Long, qui a énormément travaillé là-dessus. Et elle a travaillé sur la Rome du XVIe siècle et elle dresse toute une galerie de portraits de gens comme ça qui sont à la croisée de plusieurs métiers, peintres, antiquaires, ingénieurs militaires, sculpteurs, cartographes, etc. Et elle dit que c'est des gens qui ont une flexibilité, donc qui passent d'une profession à l'autre, et on va voir finalement ça s'applique très bien à François Quéneau. Donc ça, elle le dit pour la Rome du XVIe siècle, mais on va dire plus proche de François Quéneau, on a quelques figures au XVIIe très connues aussi. Alors je pense à François Blondel, qui a été aussi étudié par un historien anglophone qui est Anthony Gerbino, et c'est pareil, donc c'est un personnage qui est mathématicien, ingénieur et qui a cette polyvalence. Donc, tout ça pour dire que ce que je vais vous expliquer maintenant sur François Quéneau n'a rien d'original, ça doit vraiment être placé dans un contexte. Alors, que fait François Quéneau? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est polyvalent? Il est un ingénieur polyvalent. Alors, tout d'abord, premièrement, c'est un sculpteur. On va voir sculpteur sur bois et sculpteur sur pierre. Alors, sa carrière, il a commencé comme sculpteur sur bois en Franche-Comté. Les travaux que j'ai retrouvés en Suisse, ce sont des travaux de sculpteur sur bois, même s'il fait également des ponts en bois. J'ai retrouvé un devis qu'il a fait pour un petit pont en bois dans un petit village, mais en Suisse, il semble surtout travailler donc dans l'art religieux et dans la sculpture religieuse. Alors, vous voyez à gauche le retable qu'il a fait pour l'église d'Orel que vous connaissez peut-être. Et deuxièmement, un retable qu'il a fait pour son village natal en 1667. Et donc, qu'il fait dans son atelier à Chambéry et qui après, donc, comme toujours, est amené jusqu'en Franche-Comté en pièces détachées et probablement monté sur place. C'est comme ça que cela se passait. Alors ensuite, il est aussi un sculpteur sur sur pierre. Donc là, on voit la fontaine de la place de l'Anse qu'il a dessinée, et à droite, c'est la fameuse fontaine, une sculpture, la fontaine des deux Bourneaux. Et ce qui est intéressant, si vous vous souvenez ce que je vous ai montré tout à l'heure de sa sculpture sur bois à Payerne, on a quand même une parenté stylistique dans la façon de traiter le visage. Alors, ces travaux, ce sont des travaux qui semblent dominer dans sa carrière avant 1660, même s'il a dit par ailleurs qu'il s'est initié à l'art des fortifications en Allemagne. Alors, il va avoir un problème quand il devient sculpteur, architecte, ingénieur ducal. C'est ce qu'il explique dans une lettre au duc en 1670. Donc en fait, il se plaint d'avoir quitté l'art de la sculpture et de l'architecture, je cite, pour m'attacher entièrement au royal service de son Altesse. Et la même année 1670, donc il reçoit une commission du duc pour aller visiter les salines et les ponts du duché, et c'est pareil, dans une lettre, il se plaint, donc il dit « Je dois quitter mon travail et mes ouvriers ». Néanmoins, même si l'activité de sculpteur sur bois semble devenir assez secondaire, je pense qu'il la maintient quand même jusqu'à la fin de sa vie, et ceci notamment pour différentes raisons. Alors d'abord, j'ai retrouvé non pas l'inventaire original qu'il a fait de ses biens en 1683, c'est-à-dire 3 ans avant sa mort, mais j'ai trouvé une copie du 19e siècle,
qui est une copie malheureusement pas tout à fait toujours exacte, mais en tous les cas, qui donne une description très détaillée. Donc en 1683, il a encore un atelier et on a donc une multitude d'outils qui sont énumérés. Donc des râpes, des rabots, des gouges, un paquet d'outils d'Allemagne pour sculpter, qui sont pas encore emmanchés, etc. Donc il a probablement encore une activité de sculpture sur bois. D'autre part, dans ce même inventaire, on cite 108 contrats, donc qui sont donc des contrats probablement pour des sculptures sur bois. Mais malheureusement, je n'en ai pas les dates. Et enfin, troisième aspect, j'ai retrouvé, alors là c'est à Paris, c'est un autre endroit encore, un document qui est très intéressant. Donc c'est une série de dessins et surtout une sorte, ce qu'on appelle, enfin les historiens anglo-saxons appellent ça un notebook, donc une sorte de livret, qui est un livret de dessins de sculpture qu'il a fait, qui était en sa possession, et donc qui avait certainement une double fonction. Donc il a certainement fait ça au fur et à mesure de son apprentissage en allant dans différents endroits. Et on a par exemple là des dessins qui ressemblent beaucoup dans le style de sculpture à ce qu'on fait dans l'Allemagne du Sud, vers Augsbourg, etc., justement vers le milieu du XVIIe siècle. Et nous savons qu'il a été dans l'Empire allemand. Et sinon, ce dessin a certainement une deuxième fonction. C'est ce qu'on a dans les ateliers. Donc, c'est ce qu'on appelle un livre d'atelier qui sert à la formation. Et donc, François Quéneau a aussi un apprenti. Et donc là, je remercie M. Périlla qui m'a fait mention d'un contrat d'apprentissage qu'il signe. Donc, il prend un apprenti pour 3 années en 1669 pour lui apprendre, je cite, la sculpture, l'architecture et la menuiserie. Alors, dernier aspect sur ce travail de sculpteur. Donc, je reviens au traité d'architecture par lequel j'avais commencé tout à l'heure, le traité de 1659. Et là, justement, ça va m'amener à parler des rapports entre savoir savant et savoir pratique. Alors là, vous avez donc sur le frontispice la destination de ce traité et la façon dont il est conçu. Et donc, en fait, on voit à qui il s'adresse. Donc, il s'adresse aux sculpteurs, aux peintres, architectes, tailleurs de pierre. Et donc, il espère que ça leur sera utile. Donc là, il y a une dimension pédagogique de ce traité. Et deuxièmement, il y a une autre dimension, si on regarde la dédicace au-dessus, c'est dédié au duc de Savoie. Donc c'est aussi un traité tout à fait classique qui s'instaure dans une relation de patronage. Donc c'est remercier un patron par la réalisation de ce livre. Et donc, dernière chose, pourquoi est-ce qu'on est à la croisée des savoirs pratiques et des savoirs savants? Alors, on a là un type d'ouvrage qui s'insère dans ce qu'une historienne des techniques, alors qui est Hélène Vérin, a appelé la réduction en art. Donc, qu'est-ce qu'elle appelle la réduction en art? C'est le fait de codifier des savoirs pratiques, des savoirs concrets dans des traités à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et ça concerne tout, ça peut être des traités de danse, de mathématiques, etc. Et donc, les traités d'architecture, c'est ça, c'est mettre en forme des savoirs pratiques dans un livre pour leur donner une meilleure diffusion. Donc voilà sur cette déjà occupation majeure de François Quéneau, la part qu'occupe la sculpture dans son travail. Alors ensuite, j'irai un petit peu plus vite. Il est également graveur. Donc on le sait, en 1649, la Chambre des comptes de Savoie lui paie 2 réaux pour avoir fait une planche gravée sur cuivre. Et donc ça veut dire que là aussi, il a eu une formation. Ça ne s'improvise pas de faire de la gravure sur cuivre, mais nous ne savons rien du tout de sa formation dans ce domaine. Ensuite, il est également cartographe. Alors, il fait des cartes. Alors, carte des Salines, je vais y revenir tout à l'heure, où il pratique la géométrie, ce qui est très nouveau. Et également, il va dresser une carte des limites entre la Savoie et le Dauphiné en 1673.
Ensuite, dans ses activités, il va obtenir une charge d'échantilleur des poids et des monnaies en 1660 pour le Faucigny, le Beaufort et le Genevois. Ensuite, il travaille, on l'a dit, dans l'art des fortifications et il a peu fait de choses de manière pratique. On va voir, c'est plutôt un théoricien. Donc, pour sa formation, je l'ai dit tout à l'heure, il dit qu'il s'est formé dans sa jeunesse en Allemagne dans l'art de la fortification. Alors, qu'est-ce qu'il fait de manière concrète en Franche-Comté, dans le duché de Savoie? Alors, pas grand-chose, à l'exception, la seule chose que j'ai trouvée, c'est son travail sur le Ravelin de Montmélian. Donc, peu de choses pratiques, peu de travaux pratiques, mais par contre, très intéressant. Il dit, dans les années 1670, qu'il est en train de préparer un livre sur l'art militaire et qu'il voudrait en faire un parallèle par rapport au premier traité que nous connaissons, qui est le traité de l'architecture civile. Donc, il voudrait faire la même chose, donc un traité d'architecture militaire, mais nous n'en savons pas plus, nous ne savons pas s'il a été achevé ou pas, mais en tous les cas, donc là, on est encore dans une mise en réduction, une réduction en art, donc c'est codifier des savoirs pratiques dans un traité. Alors, c'est aussi un mathématicien, donc ça, c'est un aspect qui est moins connu chez lui. Et toujours dans une de ses lettres, il explique qu'il est auteur d'un livre de géométrie qu'il a dédié au duc. Mais malheureusement, donc, je n'ai pu retrouver ce livre dans aucun catalogue. Donc voilà une multitude d'activités, ce à quoi s'ajoute ce que je développerai plus tard, son activité d'ingénieur, donc constructeur de ponts et aménageur de salines. Alors toutes ces activités sont menées parallèlement et donc je vais m'interroger plus spécifiquement. Alors, excusez-moi, je voulais vous montrer ça. Donc ça c'est le frontispice de son traité et donc ça c'est la colonne torse, c'est une planche du traité et donc c'est intéressant si on compare par exemple le retable du Bélieu en Franche-Comté, donc de son village natal, c'est exactement la même chose, donc ça illustre vraiment ce que je vous ai dit, ce croisement entre savoir pratique et savoir théorique. Alors, après avoir fait le tour de toutes ces activités, j'en viens à sa relation de patronage qu'il entretient avec le duc de Savoie. Alors, en fait, les historiens qui ont travaillé sur le patronage au XVIe, sur le patronage technique et scientifique, au XVIe, au XVIIe siècle, ont distingué deux types de patronage. Donc, d'une part, un patronage qui est un patronage ostentatoire par lequel je vais commencer, et d'autre part, un patronage qui est un patronage plus technique. Et donc, on va voir qu'en fait, François Quéneau travaille dans ces deux directions. Alors, première chose, concernant le patronage ostentatoire, que fait François Quéneau? Eh bien, en fait, il travaille pour le duc et la cour qui sont à Turin. Alors, par exemple, il dit en 66 savoir fabriquer un jeu de quilles avec de l'ivoire, avec des boules en ivoire. Donc ça, c'est les jeux typiques qu'on a pour la vie de cour. Sinon, il dit travailler à la confection de chaises volantes, de carrosses. Et dernier exemple que je vais plus développer ici, c'est son investissement dans les festivités princières qui ont été organisées à Annecy, à Chambéry, en 1663 pour le mariage de Charles-Emmanuel II et de Françoise d'Orléans. Alors, ces cérémonies, donc, en fait, ont mobilisé un personnage très connu que vous connaissez peut-être, qui est un jésuite lyonnais, qui est Ménestrier,
et qui a fait des tas de livrets pour l'organisation de ces cérémonies. Et donc, il fait des descriptions d'arcs, de machines, etc. Et dans l'introduction d'un de ses ouvrages, Les Nœuds de l'amour, dessin des appareils dressés à Chambéry, etc., de 63, il distingue bien entre celui qui conçoit le programme, c'est-à-dire lui-même, et celui qui le met en œuvre, et donc ceux qui le mettent en œuvre, c'est-à-dire, il le dit, ce sont des architectes, des sculpteurs, des peintres. Et justement, donc là, nous avons un exemple de la mise en œuvre, donc de la construction d'une de ces machines, machine du feu d'artifice, qui est en fait construite par François Quéneau. Donc c'est un décor éphémère avec des dimensions assez imposantes, 22 mètres de haut, 7 mètres et demi de large. Et donc c'est des grandes machines qui sont faites en bois et en ferraille et qui étaient destinées à être embrasées. Donc voilà quelques exemples de l'activité de François Quéneau au titre de ce patronage ostentatoire. Et donc, un mot rapide sur le patronage technique, puisque j'y reviens en troisième partie. Donc là, c'est tout ce qui va être construction de ponts, de routes, aménagement des salines. Et ce qui est intéressant, c'est la relation personnelle que François Quéneau entretient avec le duc. On est vraiment dans une relation encore de patronage. Travaille au service d'un prince, au service du duc, et on voit le duc suivre personnellement, très attentivement, dans la correspondance, le travail de François Quéneau et des autres ingénieurs d'ailleurs. Donc il suit au jour le jour les chantiers, et finalement, là on est dans une relation qui est très courante. Alors à titre de comparaison, on peut citer l'implication de Louis XIV, à peu près à la même époque, dans le chantier de construction de Versailles, et le fait que Louis XIV gérait finalement directement ce chantier. Donc là encore, ce que fait Quéneau n'a rien d'exceptionnel, c'est ce qui se fait dans le cadre de ce patronage. Alors, pour finir sur cette deuxième partie, un dernier mot sur les savoirs de l'ingénieur, donc sur ces savoirs techniques qui sont en fait des savoirs qui sont compilés et élaborés pour l'État et qui sont au service finalement d'un État plus que d'un prince. Donc là, François Quéneau travaille pour un prince, mais on est déjà à un tournant où le travail de l'ingénieur, c'est plus seulement le travail pour un patron, c'est déjà un travail qui renvoie à la notion de service public, donc d'un État détaché de la personne du souverain. Et c'est notamment ce qu'explique très bien Pierre Bourdieu, qui a travaillé sur les savoirs d'État. Alors donc, ces liens entre les ingénieurs et le pouvoir politique, c'est pas une nouveauté. Ils ont été étudiés très bien pour l'époque médiévale par un historien qui s'appelle Philippe Bronstein et qui a bien montré finalement la part que les techniciens jouent dans la construction, la naissance de l'État moderne dès le 14e, 15e siècle. Et à l'époque moderne, c'est la même chose, ces liens se renforcent et on a par exemple des travaux qui ont été faits sur la France de Louis XIV, alors qui sont d'une américaine et des travaux très intéressants. Elle est sociologue et historienne, elle s'appelle Chandra Mukherjee. Et elle a montré, finalement, elle a parlé de technologie politique pour les grands travaux qui sont faits pour Louis XIV. Par exemple, la construction du canal du Midi ou l'aménagement des jardins de Versailles. Donc, tout ça pour dire que les techniciens sont, à partir, depuis longtemps, mais dans notre exemple-là, à partir du XVIIe, donc très important dans ces savoirs administratifs. Et juste un mot très concrètement pour savoir comment ils travaillent. Alors, en fait, c'est la Chambre des comptes qui a dans ses compétences cette compétence régalienne qui est notamment la construction, le développement des communications. Les salines sont également de sa compétence
Et donc, les maîtres auditeurs, alors comme M. Périal a bien étudié dans un article, font des tournées. Ils sont plus ou moins spécialisés dans les ponts pour ceux qui s'occupent des ponts et des chaussées. Et donc, dans ces tournées, on a les ingénieurs, et notamment Queneau, qui est toujours accompagné d'un maître auditeur. Et il ne va jamais nulle part tout seul. Quand il va à Paris, à Lyon, etc., il est toujours accompagné par un membre de la Chambre des comptes qui rédige des procès-verbaux. Donc voilà pour ce travail de François Queneau. Et donc j'arrive à la troisième partie où je vais montrer comment il contribue à l'aménagement du territoire, même si bon, le concept d'aménagement de territoire a été discuté par les historiens. Certains le trouvent anachronique pour une période avant la période contemporaine, mais pour moi personnellement, ça n'est pas le cas. Parce que là, les travaux de Queneau, par exemple, quand il fait des ponts, trace des routes, etc., ça amène quand même une modification du paysage. On trace des routes à l'explosif, on essaye de dévier les cours de rivière, etc. Donc je pense qu'on peut quand même parler d'aménagement du territoire. Alors avant de voir les trois exemples qui sont mentionnés, juste quelques préalables sur ces travaux. Alors, première chose, c'est l'importance du voyage technique. Donc, l'ingénieur, c'est un ingénieur qui se forme continuellement au cours de sa vie et on a de nombreux voyages pour lesquels François Queneau est envoyé, on va voir, aux quatre coins de l'Europe. Mais ça n'est en aucun cas quelque chose d'original. À l'époque, tous les États mercantilistes font la même chose. Donc, ils envoient leurs spécialistes faire un peu des tours d'Europe pour voir comment ça se passe ailleurs, faire des dessins, c'est ce que fait Queneau, rédiger des mémoires, etc. Donc voilà pour le premier point. Deuxième préalable, c'est sur la question de l'innovation. Parce que pourquoi est-ce qu'on envoie l'ingénieur ailleurs? C'est pour qu'il apporte des solutions à des problèmes très concrets, construire des ponts qui s'effondrent, etc., quelques années après ou quelques mois après. Donc, chercher des solutions et chercher des solutions avec des techniques nouvelles. Donc, c'est ça qui est la motivation de ces voyages, c'est essayer d'aller chercher des savoirs techniques ailleurs et essayer de les transposer, les mettre en place dans le duché de Savoie. Enfin, troisième préalable, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, donc je reviens aux travaux de l'américaine sociologue et historienne Chandra Mukherjee, qui a parlé de technologie politique. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que l'État, à l'époque de Louis XIV, a imprimé une marque matérielle dans l'espace par la construction de routes, par la construction de villes portuaires, etc. Donc là, on est exactement dans le même cas de figure. Alors, ces préalables étant posés, donc on arrive à un premier aspect qui concerne la construction des ponts. Alors, pour construire ces ponts, François Queneau va être envoyé au moins à 2 reprises en France. Donc là, il est envoyé en 1670. Donc j'ai cartographié, la destination, c'est Paris. Mais il passe par tout un tas d'endroits et regarde tout un tas de techniques. Alors par exemple à Briare, à Briare ici, il va observer la façon dont ont été faits les canaux. Dans les différentes villes où il passe, il observe les ponts. Il passe par Lyon où il observe l'art des ponts. Et donc la destination, c'est Paris. Et donc que faire à Paris? Pourquoi venir à Paris? La mission première, c'est résoudre des problèmes techniques, donc comment faire des piliers, des pilots sur lesquels un pont tient sans s'effondrer. Et deuxièmement, c'est faire un bâtard d'eau. Donc un bâtard d'eau, c'est une sorte d'espace qu'on vide dans la rivière
pour pouvoir implanter une pile. Enfin, je vous montrerai un plan de bâtard d'eau dans 30 secondes. Donc, il va à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir tous les chantiers de construction des ponts de la Seine. Il rencontre les entrepreneurs. Mais chose très intéressante, il est aussi reçu par Colbert. Bon, Colbert s'intéresse à la technique. Et il est reçu par les ingénieurs de Colbert, à qui il donne un mémoire avec tous les problèmes techniques qu'il a rencontrés. Et une semaine après, cela lui donne vraiment des réponses techniques à un long mémoire. Alors, malheureusement, les mémoires ne sont pas conservés, mais dans la correspondance, on sait qu'il y a eu tout ce travail. Alors ça, c'est pour le premier voyage qu'il a fait en 1670. Et ensuite, alors il en fait un deuxième à Lyon qui est très bien documenté en 1672. Et donc là, c'est intéressant parce que pour se renseigner sur les ponts, il va aller dans 3 lieux. Alors, il va rencontrer le jésuite de Chasles, qui est mathématicien, qui l'accompagne pendant toute sa visite. Deuxièmement, il va au cabinet de curiosités de Grolier de Servières, où on a toutes sortes de machines, y compris des maquettes, des modèles pour la construction des ponts, parce que Grolier de Servières a en fait construit des ponts sur le Rhône et a été conseiller notamment de Colbert pour toutes les nouvelles machines pour construire les ponts. Et enfin, troisième lieu, il va sur les chantiers du Rhône, où il examine avec les entrepreneurs de manière détaillée comment marchent les machines. Donc là, on voit bien qu'on est à la croisée de savoirs qui sont les savoirs de De Chasles. De Chasles, c'est un mathématicien, mais qui s'intéresse et qui accompagne donc ses visiteurs sur tous ces lieux pratiques. Alors, de ce voyage, il reste ce dessin que certainement vous connaissez, enfin qui est absolument partout. Donc, c'est une machine pour lever l'eau, justement pour vider les bâtards d'eau. Ensuite, voilà le plan d'un bâtard d'eau qu'il a fait dans ce qu'il a pu observer à Lyon. Et enfin, donc, une machine à décocher les pieux, qui est une machine nécessaire pour planter, décocher les pieux, qui sont soit les pieux pour fonder les piles, soit les pieux pour faire les bâtards d'eau. Donc voilà pour son travail dans la construction des ponts, et ensuite de manière concrète, donc il fait des tas de dessins quand il revient, ou même avant, là c'est avant, en 64-65, vous avez donc le tracé d'une pile, et donc pour le pont d'Étrembières. Alors après ce travail dans les ponts, alors excusez-moi, la carte est déformée, je suis vraiment désolée, je l'ai retravaillée tout à l'heure, c'était la visite des salines européennes. Alors, en fait, où va-t-il? Il va être envoyé dans de très nombreux endroits. Il va dans le Frioul, en Italie, observer les salines. Il va à de nombreuses reprises en Franche-Comté, notamment à Salins, mais pas exclusivement. Et surtout, il va à plusieurs reprises, on le sait par les sources, dans l'Empire allemand. Mais de ces voyages, donc il reste un document qui est un document assez exceptionnel qu'il a écrit et dessiné à la suite de son retour du voyage de 1666. Donc son voyage de 1666 l'a mené dans les salines du Tyrol, mais dans les salines du Tyrol, donc ce sont les salines de Halle, et également il va dans les salines de Reichenhall, alors qu'il appelle autrement, enfin il francise le nom, donc c'est les salines très connues du duc de Bavière, qui sont pas très loin de ces salines du Tyrol, et dans le même voyage, il va visiter des salines à Cologne, et donc de retour de ce voyage, il ramène des informations qu'il va mettre par écrit. Donc là, on est à la fois dans une relation de patronage, c'est un recueil qu'il offre au duc, mais c'est toujours pareil, c'est la mise en texte et en images de savoirs qui sont des savoirs pratiques. Alors, quelques exemples, notamment, on trouve des tas de planches, des planches de machines, d'outils géométriques, et donc le plus intéressant, c'est ce qu'il a ramené de ce voyage, c'est-à-dire ce qu'on appelle la géométrie souterraine. Alors la géométrie souterraine, qu'est-ce que c'est? C'est un art qui est un art secret
très développé dans l'Empire allemand, 16e, 17e siècle, et qui se transmet par des géomètres souterrains. Donc c'est en fait l'art de creuser des galeries. Donc lui, il va creuser des galeries dans les salines, mais en utilisant des méthodes en utilisant la géométrie et des méthodes mathématiques. Et donc là, Queneau amène une nouveauté essentielle. Alors j'ai étudié les salines d'Arbonne, les salines de Moutier. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'avant lui, on a d'autres méthodes qui sont des méthodes, on va dire, très pratiques. Alors on fait notamment appel à des sourciers pour essayer de localiser les filons salés et pour déterminer l'orientation que devront avoir les galeries souterraines que l'on trace. Et donc avec François Queneau, c'est terminé. Donc il y a cette concurrence entre des savoirs très pratiques et là des savoirs d'un praticien qui est à la croisée de savoir lettré et savoir pratique. Donc Queneau revient et on va creuser des galeries selon les techniques allemandes. Et donc là, je vous montre un plan qu'a fait François Queneau en 1666, au retour de son voyage, où il essaye de mettre en œuvre ce qu'il a appris. Et donc vous avez les petits triangles, c'est des entrées de galeries qui sont creusées selon ces méthodes qui sont ramenées. Donc voilà pour ce qu'il a fait dans le domaine des salines. Et donc je termine par le troisième et dernier aspect de son travail. Donc c'est son travail de cartographe. Et donc en expliquant comment il a contribué à déterminer, délimiter les limites entre la Savoie et le Dauphiné entre 1672 et 1673. Donc j'ai mis des cartes à différentes échelles pour vous montrer où ça se situe. Donc plus précisément, on est ici dans l'entre-deux-Hyères, dans la région de Chapareillan, ça s'écrit de différentes manières à l'époque. Et donc il y a un besoin réciproque des habitants des deux côtés de cette limite, d'avoir une limite qui est fixée. Alors Louis XIV prend l'initiative en 1672. Il fait accepter par le duc de Savoie un traité, un règlement qui est le règlement de Saint-Germain. Et après, il va s'agir de mettre en œuvre sur le terrain ce règlement. Et c'est donc là où François Queneau va rentrer en scène, si on peut dire. Donc, d'une part, il va faire une carte de ses limites. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de l'outil mathématique de la géométrie. Il utilise également la boussole. Et donc, on est là à l'amorce d'un moment qui est aussi un moment tournant dans la délimitation des frontières. Donc, c'est à partir à peu près de ce second XVIIe siècle qu'on peut parler d'une mathématisation des frontières, c'est-à-dire vraiment la volonté de les délimiter de manière scientifique avec des outils scientifiques en recourant à la géométrie. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Il fait la carte, il y en avait déjà une, mais il la corrige et en fait une autre. Et deuxièmement, sur le terrain, à côté de ce travail cartographique, donc il va en fait être chargé de mettre en place les bornes. Alors ce bornage, il devient très fréquent à partir de la fin du XVIIe et encore plus au XVIIIe siècle. Et donc c'est mettre de manière très concrète des bornes aux endroits où le traité a trouvé des accords pour faire passer la limite. Donc voilà pour un exemple de sa dernière activité, qui est plus là celle d'un ingénieur cartographe. Alors pour conclure sur cet exposé de mots, alors en fait, quel est l'intérêt d'étudier François Queneau? C'est de l'étudier dans une approche renouvelée des techniques sur la transmission des savoirs, approche renouvelée également dans les travaux sur les ingénieurs. Donc on a actuellement énormément de travaux, pas tellement en France, on dira peut-être plus dans d'autres pays, mais qui travaillent sur la mobilité des ingénieurs, qui est donc constitutive d'un savoir, qui est donc un savoir partagé et un savoir retravaillé quand il est mis en œuvre dans un espace géographique précis.
Ensuite, deuxième point que je voudrais souligner, donc on a là un praticien qui est à la croisée des savoirs pratiques et des savoirs savants. Donc, il est à la fois quelqu'un qui sait travailler sur le terrain, mais chose nouvelle par rapport à d'autres, il maîtrise l'outil mathématique, la géométrie. Et donc, on a dit, par ailleurs, c'est aussi un mathématicien puisqu'il a fait un ouvrage de géométrie. Donc, voilà pour le deuxième point. Et donc, en dernier point, donc, insister sur le moment de ces années 560 et 70, donc, qui sont un moment tournant, c'est-à-dire dernière génération d'ingénieurs polyvalents, mais on est déjà dans l'amorce de choses qui vont prendre de l'ampleur au XVIIIe siècle. Donc la constitution de ces savoirs d'État, ces savoirs techniques qui sont des savoirs administratifs. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.